Mais par exemple, si on devait, en tant que scientifique, étudier les ovnis ou bien les objets artificiels non identifiés, qu'est-ce qu'on pourrait faire? À part récolter des témoignages. Comment est-ce qu'on pourrait scientifiquement aborder cette question de savoir d'où viennent, s'ils existent, ce qui n'est sans doute pas avéré, des objets artificiels qui ne sont pas identifiés? Parce que des objets naturels non identifiés, il en existe quelques-uns. Alors, d'abord, le phénomène, à mon avis, est avéré. Donc, je pense que dans les... Il s'agit d'objets artificiels? Oui, d'objets artificiels, oui. C'est pas des phénomènes, je sais pas, de plasma ou que sais-je, de ce genre naturel ou plus ou moins météorologique. Voyez-vous... Justement, comment est-ce qu'on peut savoir autrement que de façon scientifique s'ils sont naturels ou artificiels? Bon, d'abord, il y a quand même, je me permets de vous renvoyer, mais c'est pas du tout un cas unique. C'est une petite anecdote qui est quand même intéressante parce qu'elle est toute récente, du moins en apparence. Ça a été publié par le New York Times il y a un mois de cela, et ça a été répercuté dans quelques rares, très très rares médias. En France, c'est donc en septembre dernier, la NASA a reconnu qu'il y avait eu des documents qui, en 2014, avaient fuité. Elle a eu la candeur de dire que c'était une fuite qui n'était pas prévue ni voulue, où il y a des traces radars et des visuels, des vidéos d'engins qui se déplacent d'un coup à quelques Mach 10 et qui, après ça, sont en stationnement au-dessus de l'océan, tout à fait silencieux, tandis qu'on enregistre en même temps les commentaires des aviateurs, des avions de chasse, étant donné la nouvelle loi américaine sur la liberté de l'information, la NASA a été obligée de rendre des comptes, donc c'est tout récent, donc en disant que c'est une fuite qu'elle n'avait pas prévue et qu'elle n'avait pas voulu, mais qu'il s'agit bien de vidéos tout à fait réelles, que les traces radars sont réelles, voilà. Et à l'évidence, ce sont pas des phénomènes luminescents, ce sont bel et bien des objets, mais c'est pas le seul cas. Il y a énormément de cas qui sont, contrairement à ce que l'on croit ou ce que pense le grand public, et il y a énormément de cas qui sont constatés de la même façon, avec du visuel, avec du matériel. Je ne dis pas que le phénomène soit comment dirais-je, élucidé. Parce que il y a des éléments matériels, mais il y a peut-être aussi des éléments beaucoup plus étranges en ce qui concerne la question OVNI. Simplement, dans l'état actuel des choses, et la France est un des pays qui soit le plus avancé, le pays qui le plus tôt a pris en charge en quelque sorte ces témoignages d'OVNI, en créant donc un organisme rattaché au CNES qui s'appelle le GEPAN, le GEPAN, ça a changé de nom tout récemment, mais on se contente simplement de protocoles de gendarmerie ou à peu près. Donc c'est pas ce qu'on appelle de véritables investigations scientifiques, surtout qu'on peut aussi aller sur le terrain. Il y a des traces quelquefois sur le terrain lui-même des atterrissages. Et puis il y a beaucoup d'autres témoignages, beaucoup plus troublants que simplement le fait d'OVNI qui voyagent. Simplement, voyez-vous, quand je dis ça, j'ai l'air d'un allumé parce que le public n'est pas au courant de ces phénomènes, même si certaines autorités militaires, vous pourrez citer par exemple des déclarations d'un ancien ministre de la Défense canadien ou encore du président Medvedev de Russie, ou également le phénomène est reconnu officiellement dans certains États d'Amérique du Sud. Bon, c'est connu, le phénomène est avéré. Ça, je le soutiens, c'est pas le seul phénomène troublant qui soit avéré. Il y a aussi, dans un tout autre domaine, ce qu'on appelle les expériences dites, très mal dites d'ailleurs, aux frontières de la mort ou de mort imminente, etc., qui sont également très troublantes, mais dans un tout autre domaine, apparemment un tout autre domaine. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces expériences, sans doute avérées, ne nous disent rien de la mort? Ah oui, en admettant même, parce que ça met même en cause la réalité de la mort. Non, mais les gens en reviennent, donc par définition, oui. Ils sont pas morts. Oui. Ils en reviennent, ils apportent des témoignages sur... Oui, si par mort on entend la néantité de la vie, c'est sûr que a priori, c'est une évidence tout à fait claire, c'est qu'ils ne sont pas morts, ou alors ils ont ressuscité. Mais, ou alors la mort n'existe pas. Donc je me place d'un point de vue parfaitement logique. Non, parce que tous ne reviennent pas de ce chemin. Donc ça veut dire que ceux qui en reviennent ne sont pas morts, et puis certains n'en reviennent pas, et c'est ceux-là qu'on déclare morts. Ah oui, mais ça veut pas dire du tout que leur conscience ait cessé d'exister. On n'en sait rien.
Donc on ne peut se fonder que sur ceux qui sont revenus pour nous dire, par exemple, ce qui se passe dans la pièce d'à côté quand ils sont en électroencéphalogramme plat. Alors là, non seulement on a des témoignages qui sont à la fois, qui sont tout à fait incroyables, mais irrécusables, mais en plus c'est d'autant plus irrécusable qu'on a des preuves matérielles de ce qui, puisqu'on peut, on peut tester, on peut contrôler ce qu'ils prétendent avoir vu dans la pièce d'à côté. Quand oui, mais on peut pas. Je vois pas très bien comment les scientifiques pourraient s'intéresser avec un protocole qui relève justement de la science à ces situations qui sont très difficiles à interpréter justement. Eh ben le fait est que des scientifiques s'intéressent justement beaucoup, y compris des physiciens, à ces phénomènes. Et puis aussi, il y a une énorme littérature qui vient peut-être pas directement de la part de scientifiques, mais en tout cas de grands médecins aux États-Unis. Il y a une énorme littérature sur ce phénomène des EFM et des EMI. Donc là, la science commence à s'emparer de cela. Alors si je vous parle, le dossier OVNI et le dossier EFM, EMI, MDE, on voudra comme on l'a appelé comme on voudra, c'est un des deux dossiers les plus consistants parmi ces merveilles dont je parle. Mais quoi qu'il en soit, n'est-ce pas, on va pas se comment dirais-je, se disputer sur la réalité ou non de ces phénomènes. Mais le fait est qu'il déstabilise notre sens du réel. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Il déstabilise notre précompréhension, ce qu'on appelle un peu dans le jargon notre précompréhension ontologique, c'est-à-dire notre conception spontanée de sens commun de ce qui est réel ou irréel, ou encore de ce qui est possible ou impossible. C'est-à-dire que le réel n'est pas connu d'avance. Oui, mais avant, on sait, puis on sait intuitivement qu'il y a des choses impossibles, voyez-vous, donc c'est d'une part du côté des développements de la science physique, et d'autre part du côté de ces témoignages, à la fois incroyables et irrécusables, eh bien, notre socle ontologique, c'est-à-dire notre précompréhension la plus fondamentale de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas a priori, est déstabilisée. Et quand je dis le plus fondamental, c'est-à-dire en référence à la critique de la raison pure, et pour être plus précis dans l'analytique transcendantale, c'est-à-dire ce que le Kant appelle les principes de l'entendement, que je pourrais énumérer, n'est-ce pas, mais qui sont des évidences irréfragables. Voyez-vous, et c'est ça qui est mis en question. Je dis pas que ce soit faux, ces axiomes ou ces anticipations ou ces principes de l'entendement. Je dis pas qu'ils ont été falsifiés par les développements de la science ou par ces phénomènes qui font l'objet de témoignages tout à fait extraordinaires. Mais nous avons une tâche des deux côtés, c'est-à-dire parce que il y a deux défis, si vous voulez. Il y a un défi de la science à la philosophie, et vous en aviez d'ailleurs vous-même parlé dans un précédent livre, Matière à contredire, où vous parliez d'un treuil ontologique. D'ailleurs, l'image m'a bien plu, en même temps qu'elle est assez rigolote. Et puis, un défi aussi du monde vécu, c'est-à-dire ces gens qui vivent des choses, qui quelquefois souffrent énormément de ne pas pouvoir en parler, y compris à leur famille, parce que personne ne les croit. Donc il y a des institutions même qui prennent en charge ces cas-là, défi, disais-je, du monde vécu à la science. La science doit s'emparer de ces questions et doit repenser sa méthodologie. Il y a une chose considérable. Je postule la réalité du monde extérieur, je postule l'existence d'autrui, je postule l'effectivité d'un moi autonome capable de parler, de décider, etc., d'agir. Et tout fonctionne en fait sur des postulations qui sont plus ou moins contrefactuelles. Et c'est comme ça que nous sommes au monde, à mon avis. Et c'est aussi cela qui me permet, c'est un autre programme, comment dirais-je, d'envisager une réconciliation entre la raison critique et la foi. Mais la foi entendue non pas comme croyance, mais comme confiance dans le réel. Ce qui est aussi d'ailleurs l'objet de ce livre, parce que je n'en reste pas aux merveilles, et c'est pas du tout, c'est un la point foi, de départ. C'est une confiance dans le réel. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez, disons, expliciter? Encore Max Planck, si vous permettez. C'est une petite phrase aussi dans sa conférence qu'il avait faite en 1944 à Florence sur Das Wesen der Materie, sur je sais pas, l'essence ou la. Il est allé à Florence pendant la guerre? Oui, il était à Florence. L'essence de la matière, ça s'appelle. Et voilà ce qu'il dit après avoir, je crois que c'est à la suite de cette conférence plus exactement, où il pense au cosmos, à cette force qui tient ensemble ces minuscules systèmes solaires de l'univers, donc les atomes, comme il le dit lui-même, et puis avec cette présupposition d'une conscience qui est derrière tout cela. Et donc il dit, comme en conclusion, pour un être humain contemplatif, il n'y a que deux sortes d'attitudes entre lesquelles il doit choisir.
ou bien l'angoisse et la résistance feindselig, ça veut dire hostile au fond, ou bien angoisse et résistance hostile, ou bien le respect. Et là, c'est presque intraduisible, vertrauensvolle Hingabe, c'est en fait, je dirais l'abandon confiant, l'adhésion confiante. Et c'est ça le choix, parce que la résistance hostile, c'est pas tellement... Il y a des options comme ça dans la philosophie. Une valeur heuristique, n'est-ce pas, de la peur, de l'angoisse, par exemple chez Hans Jonas. Mais je choisis, moi, la confiance dans le réel. C'est l'alternative que nous donne Max Planck devant ce mystère. Ça, c'est une position métaphysique. Oui, mais est-ce qu'elle doit quelque chose au fait qu'il a été un très grand physicien Max Planck explique que c'est là qu'il a été conduit logiquement. Et donc, ce qu'il explique en gros, n'est-ce pas, c'est que il a étudié toute sa vie la matière, qu'il en est arrivé à la conclusion que la matière en soi n'existe pas, qu'il doit, force, dit-il, est d'admettre qu'il y a une force qui tient ensemble tout cet univers, que cette force nous renvoie aussi à l'idée d'un esprit. Donc là, il y a une argumentation, comme l'esprit en soi non plus n'existe pas, mais seulement dans un être. On doit supposer un être spirituel, mais comme il n'est pas une génération spontanée, on doit présupposer encore un créateur. Je suis désolé, semble-t-il dire. Je n'ai pas peur, en tout cas, de l'appeler, ce créateur mystérieux, du nom dont on l'a appelé depuis toujours chez les différentes cultures et peuples des siècles passés, c'est-à-dire Dieu. Et il dit, mais là, ma tâche, ma recherche touche à sa fin.